GoPro 11 Black Mini, c'est une caméra, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je l'attendais avec impatience. Malheureusement, il y a du bien et du moins bien, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors première chose, par rapport à sa taille et à son poids, je ne suis pas déçu. Elle est un petit peu plus petite qu'une GoPro 10 ou qu'une GoPro 11 standard. Elle est un peu plus légère. La différence en termes de poids, c'est vraiment minime puisqu'elle pèse 133 grammes. Alors 20 grammes de différence, ce n'est pas énorme. Je n'ai pas noté de différence notoire en termes de gain en autonomie ou même en maniabilité sur un drone FPV. Mais je préfère quand même avoir une caméra un petit peu plus compacte sur un drone FPV. Je ne mets pas de protection TPU lorsque je la mets sur mon drone FPV parce que je pense qu'elle est relativement résistante. J'en mettais déjà pas d'ailleurs sur ma GoPro 10, mais c'est vrai que là, le fait qu'elle n'ait pas d'écran, eh bien, je suis encore un petit peu plus confiant entre guillemets parce que je me dis en cas de crash, à part la lentille, donc l'objectif, mais c'est un objectif qu'on peut changer, on peut également mettre un filtre ND dessus. Donc à part ça, et l'écran peut être supérieur, si elle tombe vraiment sur le dessus, sur des cailloux, peut-être que si l'écran supérieur venait à être esquinté, ce serait embêtant. Mais concrètement, le reste, c'est relativement costaud. J'ai rayé un petit peu la peinture, je ne sais pas comment. Donc bon, je pense qu'il y aura quelques traces sur cette GoPro, notamment en cas de crash avec un drone FPV. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment des dommages très importants. On a la trappe sur le côté donc, qui s'ouvre avec un clip dédié. Donc ça sert à garder l'étanchéité, elle est étanche jusqu'à 10 mètres. On a la prise USB-C donc pour recharger la caméra et l'emplacement pour mettre une carte SD. Puisque la batterie, c'est une batterie interne. Et effectivement, ça peut être un souci en drone FPV, même si concrètement, à l'usage, on a plus d'une heure d'autonomie. J'ai réussi à filmer pendant 1h20 en continu en 4K à 25 images par seconde. Donc, au niveau de l'autonomie, c'est sûr que c'est moins pratique qu'une batterie interchangeable, mais pour le format, je m'en contente. Et entre quelques sessions de drone, par exemple, je peux faire 4-5 lipos d'affilée avec cette caméra. Je la recharge sur un powerbank vite fait pendant que je fais une petite pause et je reprends après. Donc franchement, je n'ai pas trouvé de gêne par rapport à cette batterie, encore une fois, dans l'usage, que ce soit d'ailleurs en FPV ou autre. Maintenant, c'est une batterie interne, donc si la batterie rend l'âme, eh bien, vous ne pourrez plus utiliser votre caméra. Donc j'espère que la durée de vie de la batterie sera suffisamment longue pour pouvoir profiter de cette caméra. Donc au niveau du gabarit, elle est un petit peu plus étroite qu'une GoPro 10 ou 11. Alors je ne sais pas si aérodynamiquement ça fait une différence sur un drone, mais le format me va bien, je trouve que c'est plus compact, c'est plus discret, que ce soit sur un drone ou pour une utilisation caméra d'action de tous les jours. Elle est beaucoup plus discrète, que ce soit sur une perche ou en position fixée sur le corps. Si je la compare à une Action 2, elle sera plus volumineuse, plus lourde, mais en revanche, on aura plus d'autonomie, plus de stockage grâce à la carte SD et surtout une meilleure qualité vidéo. On a les systèmes de fixation qui sont intégrés, donc ça c'est pratique pour la mettre donc en mode vertical, donc sur un drone, sur un trépied ou sur n'importe quel support compatible GoPro. On a également la possibilité de la fixer par derrière. Alors c'est pas mal pour une fixation sur le casque ou sur le buste ou même avec une perche, ça peut aussi être un avantage. Maintenant pour moi c'est pas révolutionnaire, je dirais même que je m'en serais passé si j'avais pu économiser quelques grammes. D'ailleurs je vais peut-être même regarder si je ne peux pas les dévisser pour les enlever parce que ce n'est pas indispensable pour mon usage. Maintenant, c'est assez polyvalent, ça permet d'avoir une fixation autre que par le dessous. On a un micro qui se trouve en façade. Alors, je suis avec la GoPro 11 Black Mini pour un test son. Je suis en mode automatique au niveau de la réduction du bruit du vent. Il y a la mer qui est derrière moi.
Et donc là je marche face au vent donc pour voir si on m'entend bien avec ce micro de la GoPro 11 mini. C'est un test son. À l'arrière, on va trouver un haut-parleur pour notamment entendre les bips lorsqu'on met la caméra en route ou qu'on déclenche des actions. Et on va avoir deux boutons, donc l'un qui permet de mettre en route la caméra, un autre qui permet de déclencher. Même si la caméra est éteinte, il suffit d'appuyer, l'enregistrement va se déclencher automatiquement tout seul en un appui, donc c'est assez pratique, c'est assez rapide. On va pouvoir naviguer dans les menus à l'aide du bouton donc, qui est devant et valider à l'aide du bouton supérieur. Lorsqu'on allume la caméra avec le bouton avant, si on n'effectue aucune action, elle va s'éteindre toute seule au bout de quelques secondes. Ça permet de préserver la batterie. Voilà, comme ça c'est assez efficace. Ensuite, donc, lorsqu'on allume la caméra, sur l'écran supérieur, on va avoir le temps restant en enregistrement au niveau de la carte SD. On va avoir l'état de la batterie et le mode dans lequel on filme. Pour naviguer dans les menus, on va faire un appui donc sur le bouton en façade, on va accéder aux paramètres. Pour faire défiler les paramètres, on va valider avec le bouton donc supérieur. Et là, on va pouvoir accéder aux différents modes, donc vidéo, time warp, les différents modes nuit comme les filets d'étoiles, les modes light painting, mode accéléré. Ensuite, on va pouvoir choisir l'aspect, donc 16/9, 4 tiers ou 8/7. Et ça, c'était aussi une des choses que j'attendais avec cette caméra, c'était ce format 8/7. Ça va nous permettre d'avoir une image de 5312 par 4648 pixels, ce qui permet de cropper et de revenir à un format 16/9 sans perte de qualité, juste en redimensionnant l'image, puisqu'il y aura une image qui sera beaucoup plus grande qu'un format 16/9 traditionnel. On va pouvoir choisir la résolution, 5,3K, 4K ou inférieur. L'objectif, on va pouvoir choisir large, super view, hyper view, linéaire plus stabilisation horizontale. Et on va pouvoir choisir la fréquence d'image, 24, 25, 50 images par seconde en 5,3K, 120 images par seconde en 4K et jusqu'à 200 images par seconde en 2,7K. Donc en termes de vidéo, on aura les mêmes caractéristiques, la même définition, la même qualité d'image qu'une GoPro 11 Black standard, puisqu'on a le même processeur, c'est la même caméra, c'est juste qu'elle a été réduite. On a quelques fonctions en moins, par exemple on n'a pas de mode photo, donc on ne peut pas prendre de photos directement avec cette caméra. En revanche, on peut en extraire des photos de haute qualité jusqu'à un peu moins de 25 mégapixels extrait, donc c'est un mode dédié spécifique sur l'application. Donc ce mode photo, il ne me manque pas puisqu'on peut extraire des images de qualité à partir des séquences vidéo enregistrées. Sur cette 11 Black Mini, on n'a pas non plus de GPS, donc on ne peut pas exploiter les données de télémétrie, que ce soit en vitesse, verticale, horizontale, sur suivi de parcours, position GPS, donc on ne les aura pas sur cette version Mini, alors qu'on les aura donc sur une 11 Black standard. On va retrouver sur cette Mini les fonctions vocales qui sont très pratiques, notamment en FPV, pour déclencher la vidéo, pour l'arrêter, pour arrêter la caméra. GoPro enregistrer vidéo. GoPro arrêter vidéo. GoPro éteindre. Cette GoPro 11, elle étend jusqu'à 10 mètres, donc idéal pour des activités nautiques ou aquatiques. Alors maintenant, si je la compare à la 10, est-ce que ça vaut le coup d'upgrader si vous avez une 10 vers une 11, que ce soit en mini ou en black standard, au niveau de la qualité d'image? C'est vrai que les couleurs, alors on a le 10 bits maintenant avec cette version 11, elles sont plus profondes, plus riches que mon modèle précédent. Donc personnellement, je trouve que la résolution, donc le format 8/7 et cette amélioration au niveau des couleurs, on a le 10 bits, on a un capteur qui est un petit peu plus grand. Donc j'avoue que je suis très content du rendu vidéo. Je vois une légère différence par rapport à la 10. Et donc pour une utilisation, que ce soit encore une fois un FPV ou une utilisation caméra d'action, je trouve qu'en termes de qualité d'image, c'est des petites choses, mais qui au final sont très appréciables. On a différents niveaux de stabilisation et on a un nouveau mode qui est le Hyper Boost qui permet de s'adapter en fonction des mouvements. Il va accentuer la stabilisation pour éviter justement d'avoir à cropper trop l'image. Et on a également la possibilité d'utiliser le logiciel RealSteady Go, donc notamment pour du FPV. Ça permet de stabiliser en post-production. L'avantage, c'est que même si vous enregistrez avec un mode stabilisé, dans RealSteady Go, vous allez pouvoir gérer vos différents niveaux de stabilisation, affiner plus ou moins la stabilisation que vous souhaitez. Alors l'inconvénient, c'est que ça va jouer un petit peu sur le crop, mais globalement, c'est vrai que c'est quand même très souple au niveau de l'usage, ces différents niveaux de stabilisation, plus ce logiciel de stabilisation supplémentaire, ça permet vraiment de faire un petit peu ce que vous voulez en termes d'image.
Donc on a plein de fonctionnalités et de réglages assez riches avec cette caméra, autant qu'une GoPro 11 standard, à peu de choses près. Maintenant, il faut impérativement avoir la caméra de connecter au smartphone pour accéder à certains réglages. Et je dirais que c'est là pour moi le plus gros point noir de cette caméra. C'est que pour par exemple gérer la stabilisation ou gérer le profil couleur, normal ou plat, il va falloir impérativement passer par le smartphone. Donc si vous êtes sur votre drone et si vous souhaitez désactiver la stabilisation parce que vous souhaitez ensuite stabiliser sur Real Steady Go, ou si vous souhaitez passer en profil plat alors que vous étiez en profil standard, et bien du coup il va falloir sortir le smartphone et accéder à ces réglages puisqu'on ne peut pas le faire uniquement avec les pré-réglages qui sont dans la caméra à l'heure actuelle où je parle. Donc c'est vraiment dommage, j'aimerais bien qu'on puisse faire des pré-réglages avec 2 ou 3 profils dédiés, par exemple un profil FPV, un profil vlog, un profil standard. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc, on est obligé de reconnecter le smartphone à la caméra. Alors, la connexion avec l'application, ça ne prend pas énormément de temps, ce n'est pas très contraignant. Mais parfois, quand on est sur le terrain, on n'a pas forcément la facilité de tout sortir lorsqu'on a le masque, la radiocommande, le drone. On est dans un endroit où on ne peut pas trop poser les choses, par exemple sur du sable, et bien on n'a pas envie en plus de sortir le smartphone, de le connecter à l'application pour gérer les réglages. Donc ça pour moi c'est le plus gros inconvénient, c'est l'ergonomie en termes des menus. On est assez limité, on peut jouer sur certains facteurs, on peut passer des modes vidéo au mode hyperlapse, au mode nuit, mais en revanche on ne peut pas passer à des modes dédiés vidéo. Et ça pour moi c'est vraiment le point que je regrette le plus avec cette caméra, c'est au niveau de l'ergonomie, c'est qu'on ne peut pas gérer plusieurs modes vidéo uniquement avec le réglage de la caméra. Il faut sortir le smartphone à chaque fois et c'est vraiment contraignant. Alors sur cette 11 mini, on n'a pas d'écran comparé à la 11 standard. Personnellement, ça ne me dérange pas puisque la plupart du temps, au niveau du cadrage, maintenant avec des caméras d'action, on a des champs de vision qui sont relativement larges et c'est assez facile d'avoir le bon cadrage qu'on souhaite. Au niveau des réglages de l'exposition, avec l'expérience, je fais mon pré-réglage donc au niveau de la caméra et je joue plutôt sur la valeur des filtres ND que je vais changer. Mais voilà, au niveau de l'exposition non plus, ça ne me dérange pas. Là où ça me dérange, le manque d'écran, c'est peut-être pour visualiser mes rushs. Une fois que j'ai fait une session, j'aime bien contrôler ou vérifier donc, ce que j'ai filmé avec donc l'écran à l'arrière. Malheureusement, avec celle-ci, eh bien, je ne le fais pas. On peut le faire avec le smartphone, mais souvent j'ai la flemme de sortir le smartphone et de vérifier, donc je ne le fais pas. Donc là, c'est peut-être un petit manque, effectivement, que je peux noter sur le terrain, ce manque d'écran. Maintenant, il y a également un autre inconvénient, c'est lorsqu'on est connecté donc avec la caméra et qu'on va faire une prise de vue, on a le retour vidéo en direct donc sur le smartphone, mais dès qu'on va déclencher l'enregistrement, eh bien l'image va se figer et on ne verra pas ce qu'on filme. Donc ce n'est pas le flux en direct de ce qu'on enregistre qu'on va voir sur le smartphone, ça sert juste à cadrer, voir un petit peu l'exposition avant l'enregistrement, mais une fois qu'on enregistre, eh bien, on a une image qui se fige. En revanche, c'est plus sécurité, en cas de crash, eh bien, du coup, on ne risque pas de casser un écran aussi facilement que sur une GoPro standard, que ce soit l'écran en façade ou l'écran à l'arrière. Et d'ailleurs, je ne mets pas de protection de coque TPU, que ce soit sur mon drone FPV ou quoi. Cette caméra, je compte la laisser comme ça parce que j'estime que c'est une caméra d'action et qu'elle est faite pour résister à certains chocs. Après, au niveau donc, de la lentille, elle est interchangeable, donc on peut changer la face avant ou mettre un filtre ND. Donc je me dis, au pire, c'est le petit écran supérieur. Si la caméra venait à toucher une pierre comme ça sur la façade supérieure, eh bien peut-être que ce serait embêtant, mais l'écran est relativement petit, ce serait vraiment pas de chance. Donc pour moi, c'est un format qui correspond à une caméra d'action et qui semble relativement costaud. Alors ensuite, est-ce qu'elle chauffe cette caméra? Est-ce qu'elle a des défauts d'enregistrement comme on a pu voir sur une caméra d'action qui est assez petite? Alors personnellement, en 4K 25 images par seconde avec la stabilisation d'activer, j'ai pu enregistrer presque 1h20 je crois de séquences vidéo. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle s'arrête avant. Et alors certes, si je la compare à une GoPro 10 ou à une Action 3, c'est celle qui s'arrête en premier. Mais filmer plus d'une heure en 4K 25 images par seconde, eh bien pour moi, ça reste relativement correct pour une caméra d'action. Surtout que pour moi, c'est vraiment un usage en extérieur plus qu'en intérieur, en mode statique. Donc c'est pas un problème et c'est vraiment pas ça qui me dérange. Si on enregistre à des fréquences d'image plus élevées, là on va avoir des temps d'enregistrement bien sûr qui vont être diminués. Mais encore une fois, pour une caméra d'action, pour moi c'est relativement satisfaisant et ça ne me gêne pas en tout cas ces problèmes de chauffe. J'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Autre constat, après un peu moins d'une semaine d'utilisation de cette caméra, c'est que parfois elle se fige, impossible d'appuyer sur les boutons ou de modifier quoi que ce soit. Et comme c'est une batterie interne, on ne peut pas enlever la batterie et la remettre comme c'était le cas sur les versions standard.
pour initialiser, enfin pour redémarrer la caméra. Donc il faut appuyer au moins 15 secondes sur le bouton en façade pour qu'elle s'éteigne et pour pouvoir la relancer. Ça m'est arrivé peut-être une dizaine de fois. Je ne sais pas si ça va pouvoir se corriger avec des futures mises à jour firmware, en tout cas je l'espère, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant lorsque vous achetez une caméra neuve, la caméra qui se fige et de ne plus pouvoir accéder à quoi que ce soit, être obligé de forcer le redémarrage, c'est pas terrible. Donc si je résume les points que j'apprécie le plus sur cette caméra, c'est son format caméra d'action et sa qualité d'image. Pour moi, c'est deux points les plus importants. Pour une utilisation FPV, pour moi, c'est totalement adapté. Il n'y a aucun souci à ça. Maintenant, les inconvénients, c'est le manque de souplesse au niveau des réglages. Il faut souvent passer par l'application smartphone. Alors ça se fait bien, mais c'est sûr que c'est une manipulation supplémentaire. C'est un peu plus contraignant. Au niveau de l'autonomie, si on est un peu prévoyant avec un power bank entre chaque session, on recharge un petit peu la caméra, c'est pas pénalisant. Donc là-dessus, pour moi, c'est pas un inconvénient en tout cas. Elle répond tout à fait à mes besoins, que ce soit pour un usage FPV ou caméra d'action standard. Maintenant, pour le prix entre une Hero 11 Black standard et la 11 mini, l'écart de prix est pas important. Donc pour moi, si vous cherchez une caméra polyvalente et si vous aimez bien changer vos réglages assez souvent, il vaut mieux partir sur la Hero 11 Black standard. La 11 mini sera vraiment une caméra d'action sur laquelle on ne va pas changer de réglage tous les 4 matins et avec l'avantage d'avoir un encombrement et un poids un peu inférieur. Donc personnellement, pour un usage FPV, pour moi, ça remplit tout à fait ces conditions-là. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus polyvalent et plus ergonomique au niveau des menus. Donc j'espère que ça va pouvoir évoluer. Je croise les doigts. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!